Alors bonjour, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je Cette vais te histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 24e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Fanny. Ayant grandi dans un village de campagne, dans une famille où elle devait se faire discrète, Fanny a toujours rêvé de partir voyager. Une fois son diplôme d'ingénieur obtenu, elle part s'installer en Belgique où elle fait la rencontre d'un homme. Elle qui rêvait de grands voyages se retrouve coincée dans un métier et une relation qui l'enferment. Jusqu'au jour où son entreprise l'envoie 2 semaines au Nigeria. Les choses vont prendre une nouvelle trajectoire sans issue possible. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Fanny. Retour à l'instant T. Bonjour Fanny, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Retour à l'instant T pour découvrir ton histoire. Écoute, merci beaucoup Lucie, franchement c'est super. J'adore ton podcast, donc j'avoue que c'est vraiment c'est hyper impressionnant pour moi d'être là aujourd'hui, moi qui suis d'habitude derrière le micro. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui viens parler de mon instant T. Et quel instant T! Écoute, est-ce que tu pourrais, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, nous expliquer comment est-ce que tu as évolué, grandi, nous plonger dans ton histoire pour qu'on découvre ensemble progressivement cet instant T. Ok, alors il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer par le commencement, tout simplement l'enfance. Donc, Fanny, je viens d'un petit village du sud de la France, perché dans les montagnes, avec pas beaucoup de choses à faire, un petit village de 150 habitants. Donc c'est plutôt une enfance que je dirais très solitaire. C'était un peu une famille, un peu, tu sais, le genre de famille dans le temps, quoi, tu vois, où on parle pas trop, où il faut obéir, c'est strict. Il y a eu de l'amour, hein, c'est pas du tout version Germinal ou Cosette, tu vois, mais c'était quand même très strict et j'avais pas beaucoup de moments d'expression en fait. Et mon papa travaillait la nuit, donc je me souviens toujours de cette chose où il fallait se taire, tu vois, parce qu'il allait au lit très tôt pour se réveiller et après aller au travail. Donc ça a été une enfance très solitaire avec il fallait être discret, fallait pas faire de bruit, il fallait s'effacer. Et du coup, moi, je passais ma vie avec les chevaux. Donc, il y avait des chevaux dans ma famille et tout simplement, c'était mon lieu où je pouvais m'exprimer. Ce qui est très drôle puisque les chevaux, c'est en fait le royaume du silence. Hein. Donc, les chevaux n'ont pas la parole, ils s'expriment autrement. Et du coup, ça a été une passion et un fil rouge finalement tout au long de ma vie qui a été très très important dans ma construction personnelle. Et d'ailleurs, je peux raconter une petite histoire qui est en rapport à ça, qui est c'était une maison où il y avait quand même souvent des tensions, tu vois, c'était quand même très négatif et dès qu'il y avait une situation un peu difficile, la première réaction, c'était plutôt de l'agressivité, de la négativité. Et une fois, je m'étais fait chahuter par mon frère et ma sœur et je m'étais tout simplement échappée de la maison. J'étais allée quelques prés plus loin, aller dans un pré avec des poneys parce que c'était c'était le lieu et les êtres avec qui j'étais bien, tu vois. Donc là, ça te donne un petit peu une image de ce que c'était. Alors, c'était une enfance très libre. À cette époque, tu vois, il n'y avait pas du tout le côté où là, on est vraiment derrière les enfants tout le temps. C'était plutôt au contraire. Non, il faut que les enfants se débrouillent tout seuls. Mais donc, encourager ça, c'était vraiment vas-y, hein, tu fais ta vie et puis je m'occupe pas de toi, quoi. Donc c'était une enfance très libre et en même temps très enfermante, tu vois, parce que il y avait pas de moyens de déplacement, c'était un petit village où il y avait rien, tu vois, il y avait même pas une boulangerie. Donc c'est une liberté incroyable parce que t'as la nature qui est là, qui est hyper présente et en même temps, tu peux aller nulle part, tu vois. Donc j'ai vraiment vécu ça comme si j'étais enfermée mais dans un décor vaste, mais où tu peux aller nulle part, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai fait beaucoup de cheval, j'ai fait beaucoup de promenades, mais finalement t'es limité à ça, quoi.
Et ça a créé chez moi une très très grande force ou un très grand besoin d'évasion, d'horizon, de voyage, de comprendre comment ça se passe à l'extérieur, parce que je pouvais pas me faire à l'idée que ben voilà, en fait la vie s'arrête au village et à la ville d'à côté, tu vois, et il y a pas grand-chose en plus, quoi. Donc ça a vraiment créé en moi ce besoin de voyager, de découvrir le monde et ce besoin d'aller vers les autres. Et en fait, ça a été vraiment brimé dans mon enfance parce qu'après, il y a eu l'école, le collège. Donc, avec mon background, tu vois, j'étais plutôt une élève très renfermée, très timide. J'étais harcelée à l'école. Donc, tu vois, il n'y avait pas vraiment, que ce soit à la maison, à l'école, c'était toujours des endroits, tu vois, assez négatifs. Et au final, je me sentais toujours étrangère, tu vois. Je disais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Moi, je comprends pas, tu vois. Je me sens pas à ma place, ni à l'école avec les gens de mon âge, ni à la maison où voilà, c'est plutôt, il faut se faire oublier, tu vois, pour pas avoir de soucis. Donc, je grandis dans ce truc-là et l'école, en fait, devient mon passeport et mon obsession pour m'en sortir. Donc, faire des hautes études, c'était juste pour moi le passeport pour partir, en fait. Donc, moi, j'ai une obsession, c'est partir. Je veux me détacher de mon milieu social, je veux me détacher de ma famille, je veux me détacher de ma zone géographique. Donc ça, c'est très très fort. Et j'étais pas du tout une élève très bonne à l'école, j'ai vraiment juste bossé à mort, quoi. Parce qu'au contraire, je pense que j'ai pas vraiment de facilité. Tu sais, t'as toujours un ou deux élèves dans la classe, genre ils lisent les cours et puis voilà, c'est fini. Moi, je devais me répéter, c'était vraiment difficile. Mais donc comme ça, en fait, en travaillant avec acharnement, j'ai pu intégrer une école d'ingénieur et ça y est, j'ai mon diplôme d'ingénieur agronome en poche. Je me dis ça y est, j'ai mon passeport, je peux partir. Et donc après une année de thèse, parce que tu sais, on fait tout ça, mais c'est des choix par défaut. Tu vois, quand t'as pas eu le fait d'explorer qui tu es, ce que tu veux, tu fais des choix par défaut, tu vois. Bon, j'aime bien la biologie, j'aime bien l'agronomie, mais tu vois, c'est pas quelque chose qui m'animait, tu vois, c'est juste OK. Let's go, on fait ce choix par défaut et on y va. Donc, je fais une première année de thèse qui se passe, mais super mal, c'était juste horrible. En tout cas, dans le travail. Après, ça m'a permis d'enseigner, tu vois, déjà à des gens qui étaient plus vieux que moi. Donc ça, c'était vraiment une expérience hyper enrichissante. Et puis après, je me dis, bon, maintenant, stop, on arrête. Je veux voyager. C'est parti. Je postule partout. Donc, je postule partout en France, en Europe. Et je décroche un job dans une boîte de consultance en Belgique. Donc, c'est parti pour la Belgique. Je me pose pas de questions. Je fonce. Je prends mon cheval parce que les chevaux ont toujours suivi. Je prends mon cheval sous le bras. Let's go. On va en Belgique. On va voir comment elle est la vie là-bas. Et donc là, je finirai par vivre 7 ans en Belgique. Et en fait, professionnellement, c'était génial. C'est-à-dire que les premières années, j'ai voyagé énormément. Donc, je faisais de la consultance. Donc, c'était en cartographie et télédétection, puisque c'était ça ma spécialité, appliquée à l'agronomie. Donc, en gros, il s'agissait de créer des cartes pour, par exemple, une exploitation de canne à sucre sur les îles Fidji. Tu vois, c'était ce type-là. Donc, j'ai voyagé partout. J'ai voyagé aux îles Fidji, j'ai voyagé en Haïti, j'ai voyagé en Afrique. Donc, c'était vraiment génial, tu vois, professionnellement. Les premières années, en tout cas, c'était très bien. Et puis, je démarre une relation avec quelqu'un. Et tu vois, ça se passe bien pendant 6 mois, pendant 1 an. Mais voilà, tu vois, ça commence à se détériorer, en fait, très, très vite. Et là, moi qui voulais absolument faire plein de choses, qui avait besoin d'horizon, je m'enferme dans une vie qui est mais pas du tout ce que je voulais. Donc en gros, j'avais un boulot, j'avais un copain, la logique veut que tu t'achètes la maison, après tu fais des gamins. Et tu sais, il y avait une pression vraiment constante de la part de cette personne à l'époque. Pour faire tout ça. Et moi je reculais, j'étais là, mais
tu vois, c'est pas mon truc, c'est pas ce que je veux. Et mais j'arrivais pas, tu vois, à dire non mais stop, en fait moi tu vois, je m'affirme et je dis non mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi ce que je veux c'est voyager. Donc en général quand tu as des problèmes, tu vois, dans un côté de ta vie, tu compenses un peu dans un autre. Donc à cette époque-là, je commence à passer des certifications pour être instructeur dans une méthode pour développer les chevaux. Et là, en fait, c'est aussi intéressant parce que la méthode que je faisais, c'est du horsemanship. Donc, pour ceux qui connaissent rien aux chevaux, c'est, tu vois, le film L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux. Voilà. Donc, c'est dans cette mouvance-là, si tu veux, c'est des méthodes dont l'objectif, c'est que si tu apprennes le langage du cheval. Au lieu, toi, d'imposer, tu vois, ton propre langage d'être humain à un cheval qui va tout simplement rien comprendre parce que c'est pas son langage, t'apprends comment lui fonctionne et tu apprends comment toi tu fonctionnes pour pouvoir, tu vois, trouver comment on va fonctionner en couple ensemble. Donc tu vois, c'est très rigolo parce que maintenant je le regarde avec des yeux, tu vois, c'était déjà mes débuts de développement personnel, tu vois, apprendre comment, là en tout cas le cheval fonctionne et apprendre comment moi je fonctionne. Donc je me lance là-dedans à fond en me disant voilà, ça va être mon rêve, c'est de devenir instructeur, de vivre de ça. Et puis donc je commence à faire des stages, à passer les certificats, je commence à enseigner et petit à petit je me rends compte voilà, je commence tout doucement à me dire je suis pas sûre que c'est exactement, tu vois, ce que je voulais faire. Mais je vais quand même tester jusqu'au bout. Je veux partir aux États-Unis pendant 1 an me former, mais il y a cette relation là qui est au milieu, qui m'encombre. Et si tu veux, on fait un espèce de compromis à cette époque-là. On achète une maison qui était le rêve de monsieur, mais en contrepartie, je prends 6 mois pour moi partir toute seule. Alors c'est pas les États-Unis, mais je pars travailler 6 mois dans une écurie. Je prends mon cheval et hop, je vais bosser, apprendre. C'était 6 jours sur 7 à fond, tu fais que ça. Tu travailles de 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir, mais voilà, c'est vraiment l'immersion absolue, quoi. Et franchement, cette expérience, elle a été très difficile, mais c'était génial. C'était vraiment génial. Pourquoi est-ce que tu dis difficile ? Alors, c'était très difficile parce qu'il fallait bosser beaucoup, parce que tu te fais malmener, hein. C'est quand même dans un peu des contextes, c'est des contextes de working student. Donc, le principe, c'est tu travailles gratuitement et en échange, tu reçois un cours et tu es nourri, logé. Mais en fait, c'est un peu, tu vois, abusif, ouais. Tu vois, t'es surtout là pour bosser. Donc, t'es là pour bosser 80% de ton temps et 20%, t'es là pour vraiment recevoir quelque chose. Mais ce qui est extrêmement bénéfique avec ça, c'est que du coup, tu es poussé à tes limites, tu vois, t'es ultra fatigué. Donc, tu vas vraiment découvrir qui tu es, tu vois, parce que c'est pas dans les moments faciles où tu sais qui tu es, c'est dans les moments difficiles où tu vas bosser vraiment, où t'es fatigué, où t'en peux plus, où tu dois faire un cheval de plus et tu te dis mais là, qu'est-ce que j'aimerais juste aller dans mon lit, me coucher et faire une sieste de 1 heure. Mais non, tu dois quand même y aller et tu dois être là, tu dois être juste parce que le cheval, il a rien demandé, donc tu dois quand même être dans l'écoute, dans ce travail malgré tu vois que physiquement, t'es pas forcément au top, quoi. Donc, tu vois, ça te pousse vraiment, vraiment dans tes retranchements. Et donc, à la fin de cette expérience-là, je reviens. C'était génial. Mais là, je suis, habitée de doute. Parce que là, je me dis, la manière dont je l'ai vu, c'est pas du tout ça que je veux faire. Tu vois, ça convenait pas. Alors là, je me dis, j'ai un choix. Soit je continue dans être instructeur de cette méthode-là, soit, en fait, je continue dans mon job, donc je reprends mon job, mais ça me plaît plus non plus, tu vois, j'étais arrivée un petit peu à ma limite. Ok, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je choisis finalement, là, de continuer dans mon travail, mais de changer et d'aller vers une autre entreprise. Donc, tu vois, c'est toujours, t'essayes, là, j'étais à une étape où mon rêve, qui était d'être instructeur, sur lequel j'avais bossé pendant des années. Ça a été un investissement pendant des années, ça a été énormément d'argent. Et tu vois, tu dois faire le constat que ton rêve, en fait, c'est un fantasme. La réalité de ce que tu mettais derrière ce boulot-là, elle est tout autre, tu vois. Donc, il y avait un peu aussi le fait de devoir faire un deuil de ça. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je continue dans mon job. Je suis sûre que je peux changer. Donc, je pars pour faire de nouveau de la consultance, mais pour une boîte qui travaille à l'international.
je me dis, au moins je peux voyager, ce qui était toujours quelque chose qui, voilà, j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin d'un second souffle, donc voilà, je me lance là-dedans, je fais ce choix-là. Donc je pars avec cette entreprise et ça a été juste magnifique. Là, j'ai eu une équipe avec qui je travaillais, donc là c'était à Bruxelles, je travaillais avec une équipe qui était juste merveilleuse, c'était vraiment des gens, tu sais, quand tu sens qu'il y a une dynamique d'équipe où ben ça match, tu vois, ça marche bien. Et ça, c'était mes plus belles années professionnelles. Je reprends les voyages, donc les voyages partout dans l'Afrique de l'Ouest et en Indonésie. Donc c'est des voyages, ça peut aller de quelques semaines à 1 ou 2 mois. En général, c'était pas plus de 2 mois. Et c'est là où je me dis, de nouveau, j'ai besoin de plus. Donc j'ai besoin de plus de ce côté-là, mais je suis toujours bloquée. J'ai acheté cette foutue maison avec cette personne et je sens bien que de ce côté-là, ça coince, tu vois. Pour nous resituer dans l'histoire, tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 29 ans. Donc j'ai passé en gros 6 ans dans cette boîte de consultance. J'ai passé 5 ans avec cette personne où voilà, finalement c'était juste pas du tout le bon match. Et du coup 29 ans, je prends inconsciemment la décision, je veux être expat. La réalité c'était ça, je travaillais avec des expats en fait, donc je visitais, tu vois, les entreprises dans lesquelles j'allais, c'était des plantations tropicales qui sont perdues, tu vois, perdues dans des pays d'Afrique ou en Indonésie. Et tu vois, je me dis, mais waouh, quoi, tu vois, c'est l'aventure, quoi. Ça, c'est la vraie aventure. Donc, il y a un coin de moi qui me dit, mais tu vois, tu veux faire ça, mais t'es bloqué. Et là, j'ai eu mon fameux instant T où j'ai rencontré une personne qui, justement, a fait tout basculer. Donc, je vais au Nigeria. Donc, c'était une mission de 2 semaines où j'allais donner une formation pour 10 personnes pour qu'ils puissent faire leur cartographie sur le site. Ok, donc je vais là-bas, je prends l'avion, je suis toujours contente, je me dis « Yeah, chouette, j'ai une mission de 2 semaines, ça va être chouette ». Donc j'y vais et j'arrive là-bas et donc il y avait une personne qui était censée juste me suivre dans tous mes déplacements, m'amener d'un point A à un point Z et s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, si tu veux, c'était une personne logistique et qui allait suivre également la formation puisque cette personne est également pilote de drone pour cette plantation. Et donc, j'arrive et là, j'avais entendu parler de ce Néo-Zélandais qui travaillait là-bas, dans cette plantation au Nigeria, et tout le monde l'appelait le Bloody Kiwi. Pour ceux qui ne savent pas, les kiwis, c'est les gens qui habitent en Nouvelle-Zélande. Et Bloody Kiwi, c'est un peu l'expression pour dire « Ah, mais ça, c'est le sacré kiwi ». Donc, j'arrive là-bas. La première phrase que je lui sors, c'est « Oh, so you're the bloody kiwi ». C'est « Hey, c'est toi le sacré kiwi ». Et puis, ça l'a fait bien marrer. Donc, ça a permis de bien briser la glace dès le départ. Et puis, en fait, très vite, dès les premiers jours, on sent qu'il y a une connexion de fou, quoi. Juste une connexion où tu dis, mais en fait, j'adore passer du temps avec cette personne-là, tu vois. C'est juste, c'est comme si tu passes du temps avec ton meilleur pote, mais ça va bien au-delà de ça, tu vois. C'est ton meilleur pote, mais c'est quelqu'un que tu admires, c'est quelqu'un, tu vois, la manière dont il parle, l'énergie, la petite lumière dans ses yeux, c'était juste waouh, quoi, tu vois. Et donc les jours se passent et puis tu dis qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, t'as pas trop envie de te l'avouer à toi-même, tu vois, tu dis voilà, c'est juste une personne géniale, tu vois, peut-être que je suis aussi en train de me faire complètement des films. Donc ça c'était en décembre 2015 et le 6e jour. Donc là, je commence à me dire, à un moment donné, il va falloir en discuter, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste pas possible. C'est trop fort, c'est trop intense. Parce que c'est quelqu'un qui quotidiennement t'accompagne pendant ces 2 semaines de voyage au Nigeria. C'est ça. Donc tu vois, par exemple, le matin, on se lève, je vais prendre mon petit déjeuner, puis il m'amène au centre de formation. Après, il me ramène. On avait un projet, juste lui et moi, puisque il voulait que je le forme sur la cartographie en utilisant le drone. Donc, tu vois, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps. Et tu vois, il y a plein de questions, quoi, parce que tu dis, mais c'est un peu what the fuck comme situation, parce qu'en même temps, toi, tu dis, est-ce que vraiment ce que je ressens,
c'est juste, tu vois, parce que le contexte, on est en Afrique, est-ce que c'est juste quelqu'un avec qui je m'entends bien, tu vois, ou est-ce que, finalement, c'est beaucoup plus, et est-ce que c'est réciproque? Parce que tu vois, tu dis, en fait, peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais en fait, lui, il s'en fout, tu vois. On est tous les deux engagés dans des relations de chaque côté, donc tu vois, c'est pas du tout un truc où on s'était dit, ouh, on va aller trouver quelqu'un. On n'était pas du tout dans cette période-là. Moi, je savais que ça allait pas trop avec la personne avec qui j'étais, mais tu vois, c'était pas non plus demain, j'arrête, quoi. Donc 6e jour, je dis bon, ok, Kevin, il faut qu'on parle. Est-ce que je suis en train de me faire des films ou est-ce que, enfin voilà, je sens qu'il y a vraiment une connexion qui est énorme, quoi. Et là. Il vide son sac et me dit, mais Fanny, c'est incroyable, j'ai jamais connu ça avec qui que ce soit, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais voilà, c'est juste dément, quoi. Et là, tu dis, waouh! Tu vois, tu dis, génial, on a quelque chose, déjà t'es rassuré parce que tu dis, fou, c'est pas juste moi, je suis pas folle. En même temps, t'es sur un nuage, tu dis, c'est magique. Et en même temps, tu sais que ta mission a se fini dans quelques jours et t'es là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il est néo-zélandais, il est expatrié au Nigeria, mais il rentre en Nouvelle-Zélande régulièrement, là où est sa femme, parce que bon, entre parenthèses, il est quand même marié. Et moi, j'habite en Belgique, et je vais rentrer en Belgique. Enfin, tu vois, c'est vraiment la confusion absolue. Donc, t'as ce truc où t'es là, t'es sur un nuage, tu trouves ça magique. Et en même temps, voilà, tu sais pas quoi faire parce que qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Donc les jours se passent, on discute énormément. Tous les deux, on est à il ne se passera rien. Tu vois, il ne se passera rien, tu vois, parce qu'on est très loyaux, tu vois, voilà, on était engagés dans d'autres relations, donc il ne se passera rien entre nous, tu vois, pendant ce voyage-là, c'est très clair. Mais arrive le moment fatidique du dernier jour, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Donc il dit, écoute, on va en discuter, on se laisse réfléchir, tu vois, rentre en Belgique, réfléchis, tu vois, ça sert à rien, tu vois, qu'on se dise, tu vois, juste réfléchis à froid, tu vois, rentre chez toi, parce que peut-être c'était l'Afrique, peut-être c'était ces 15 jours, on sait pas, rentre chez toi, on réfléchit, on reste en contact. Et là, pour me dire au revoir, tu vois, on fait un gros hug, mais donc, c'est difficile à expliquer un hug parce qu'on fait pas ça en France, tu vois, c'est en gros pour se dire au revoir, mais c'est pas la bise, tu vois, mais c'est pas un câlin non plus, tu vois, c'est juste, une accolade, en fait. Donc, on se fait cette accolade, et là, je sais. Là, je sais, c'est l'homme de ma vie, point barre. Donc, je rentre dans la voiture, le trajet entre la plantation et l'aéroport, ce sont des trajets longs, hein, c'est des 6 heures de voiture. J'ai pleuré tout le trajet. J'ai littéralement pleuré en me disant, mais là, il y a une partie de moi qui est laissée derrière. Donc, avec ça, en fait, avec toute cette valise chargée, je sais que je dois rentrer en Belgique, retourner dans cette situation, mais tu vois, c'est une situation quand même vachement difficile. Mais là, en fait, dans l'avion, je ressasse tout ça et je me dis, Fanny, quoi qu'il se passe avec Kevin, tu vois, au moins mets en ordre ta vie. Parce que s'il y a une chose de sûre, c'est que ce moment, cette personne te met en face du fait que là, tu es en train de vivre un mensonge, tu n'es pas du tout dans la vie que tu es censé avoir, tu n'es pas avec la bonne personne, tu n'es pas au bon endroit. Donc, je rentre, il se passe quand même 2 jours, tu vois, où je me dis, tu vois, il y a la peur, il y a le doute, et puis après, bon, tu vois, l'autre personne n'est pas folle non plus, hein, vous voyez qu'il y avait quand même un petit problème. Et donc, je crache le morceau, je dis, voilà, en fait, c'est juste plus possible, quoi. C'est juste plus possible, je peux pas rester dans ce mensonge. On est en décembre. À la base, il y avait mes parents qui devaient venir fêter Noël chez nous en Belgique parce qu'on avait cette maison qu'on avait achetée, que mes parents avaient jamais vue. Enfin, tu vois le bazar, quoi. C'était vraiment, en gros, tirer un trait là-dessus et être, en gros, la personne, la raison de tout ce fiasco, tu vois. Mais en même temps, les choses étaient trop fortes, donc tu dis, voilà, allez, on arrache le pansement. Donc il a fallu l'expliquer, forcément à cet ex, de dire, voilà, c'est plus possible, ça a été évidemment un drame. L'expliquer à mes parents, ça a été un drame aussi. L'expliquer à ma famille, dire, voilà, désolé, là pour le coup, on va pas passer Noël ensemble, les amis, donc votre billet d'avion, vous pouvez dire au revoir.
Donc voilà, donc ça a été accueilli de manière très difficile, hein. Enfin, je vais pas te mentir. Voilà, c'était pas de nouveau, hein, pour te donner, je t'ai donné le contexte de ma famille, tu vois, c'est pas des gens qui vont dès qu'il y a un changement, c'est un drame, c'est quelque chose de négatif, et puis quelque part ils doivent faire le deuil de cette personne-là aussi, qui ne verront plus, donc cet ex. Mais voilà, ça se passe quand même. Finalement, je pars chez ma sœur, alors kudos à ma sœur qui elle m'a accueillie, tu vois, en me disant, bah allez, viens, on va passer Noël ensemble, tu vas me raconter, on n'est pas super proches dans la famille, donc c'était vraiment super qu'elle fasse ça. Moi, je suis sur un nuage, tu vois, c'est hyper difficile parce que t'as envie, toi, de partager le fait que t'es sur, tu vois, sur ton nuage. À ce moment-là, toi, tu es toujours en contact avec Kevin et vous continuez de discuter quotidiennement. Exactement. Le contact, donc on se raconte toujours notre vie via WhatsApp. Mais en même temps, tu vois, rien n'est fait, tu vois, rien n'est fait. Il a expliqué la situation à sa femme aussi, en disant, ben voilà, on a un souci, quoi, en fait, voilà. Lui, c'était aussi une relation, tu vois, qui battait de l'aile, mais comme moi, tu vois, on n'avait pas le plan là tout de suite de se dire, on arrête tout. Donc, je vais chez ma sœur, je passe Noël chez ma sœur, et en fait, on se dit avec Kevin, ben tu sais quoi, on va se retrouver. On se fait une semaine, on prend une carte. C'est où le vol le plus facile pour toi du Nigeria? Ben, c'est Paris. Donc, on se dit, OK, on va passer une semaine à Paris. Et là, on va prendre une décision. Mais tu vois, c'est un pari de ouf parce que la situation, elle était vachement compliquée. J'ai pas dit, on a 18 ans de différence. Il a déjà un fils d'un premier mariage. La femme avec qui il était, c'était un deuxième mariage. Donc, tu vois, pas forcément non plus dans une optique de repartir sur une relation avec une jeune fille de 18 ans plus jeune. Il a eu une vasectomie. Moi, je veux des enfants. Donc, tu vois l'espèce de situation hyper compliquée, quoi. Donc, on se dit, mais tant pis. Enfin, voilà, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on discute. Mais ça, c'est pas un truc qui peut se faire sur WhatsApp. On se voit. Puis on voit ce qui se passe, quoi, tu vois, parce que mine de rien, on se connaît depuis 2 semaines, tu vois. Et vous avez déjà tout plaqué? On a tout plaqué, mais là, moi, je m'étais dit, de toute façon, je dois remettre ma vie en ordre. Donc, qu'il se passe quelque chose ou pas avec Kevin, tu vois, ça m'a mis, tu vois, le nez sur mes contradictions. Je devais remettre ma vie en ordre. Alors, évidemment, l'objectif, voilà, pour moi, c'était quand même, ben voilà, cette personne-là, ça a l'air d'être la personne. Et donc, on se retrouve à Paris et c'était, mais genre, surréel, tu vois, parce que c'était le 31 décembre. Moi, je prends le train de Bruxelles, je vais à Paris. Lui, il est arrivé, je crois, la veille, quelque chose comme ça. Et tu vois, t'es hyper excité et en même temps, tu vois, tu dis, et si tout ça, c'était juste un rêve, tu vois, et en fait, tu rencontres la personne, ouais, c'est un fantasme, et en fait, c'est juste tout pourri, tu vois. Donc, t'as une espèce de mélange où tu dis, c'est une personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, et en même temps, ça pourrait être que du rêve. Et heureusement pour moi, cette semaine a été une semaine, mais hors du temps. Un truc où, en fait, c'est comme si tu dois faire un rattrapage, d'essayer de raconter ta vie, de connaître cette personne, de parler de musique, de parler de goût, de tout, tu vois. Mais en fait, t'es qui, Kevin? Parce que je te connais depuis 2 semaines. Il y a une espèce de connexion de ouf que j'ai jamais vu ça avec n'importe qui. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Enfin, tu vois. Donc, on a une semaine où on doit mais tout déballer, tu vois. Et ça a été une semaine où on a pratiquement, on quittait l'appartement juste pour, tu vois, aller prendre l'air et discuter, mais ça a été une semaine où on a fait que discuter de tout, de qui on était, de ce qu'on voulait dans la vie, de est-ce qu'on allait faire quelque chose ensemble, où t'es sur un nuage et en même temps, il faut prendre des décisions de vie qui sont vraiment drastiques, quoi. Et puis, il n'y a pas beaucoup de temps, hein. On a une semaine pour dire, allez, on y va, let's go. Et à la fin de cette semaine, on se dit, voilà, c'est juste, on ne peut pas ignorer, tu vois, cet amour qui est juste incroyable, cette connexion. Donc, let's go. Le plan, c'est que, il retourne au Nigeria, qu'il arrête son travail et il vient me rejoindre en Belgique. Et à partir de là, on voit, tu vois. Mais en fait,
notre histoire, à partir de là, c'est vraiment une histoire qui est de prendre des grandes décisions hyper rapidement et en même temps on se dit mais tant qu'on est ensemble, on est une team, tu vois, on va faire fonctionner les choses. Donc je te passe quelques semaines en allant un peu vite où ben forcément tu vois c'est compliqué, va falloir je retourne en Belgique, vendre la maison, tout ça, donc mettre fin à la relation précédente, mais en même temps tu vois c'était des moments très difficiles où tu vois ben quelque part du jour au lendemain tu te retrouves sans appartement où aller, enfin tu vois, il faut tout refaire, c'est un nouveau départ que tu dois faire tout seul, donc c'est difficile, il y a beaucoup d'émotions négatives qui sont liées avec terminer une relation, et en même temps, j'ai jamais été aussi sûre de moi, c'est comme si tu sais, il y avait un train qui retourne sur ses rails, et puis d'un coup tout est fluide et ça avance quoi. Donc ça c'est de mon côté, lui il remet toutes les choses en ordre, évidemment tu vois quand il annonce à toute sa famille que il divorce, il part vivre en Belgique et il va se mettre avec quelqu'un de 18 ans plus jeune, c'est pas forcément tu vois tout le monde saute pas de joie, tout le monde lui dit bah t'es en train de faire ta crise de la quarantaine ou quoi, qu'est-ce qui se passe quoi. Et pas crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, n'est-ce pas? Nous avons 18 ans de différence. Donc voilà, mais c'est pas grave, de nouveau, on sait. Tu vois, c'est évident. Et en fait, après, on nous a dit, mais quand on vous voit ensemble, c'est juste une évidence. Mais forcément, tu vois, quand tu imagines la situation de l'extérieur, tu vois quelqu'un comme ça qui balance toute sa vie pour aller avec une jeunette, tu vois, tu dis, oula, attention. Donc voilà, il me rejoint en Belgique et à partir de là, ben, on commence en fait notre vie d'aventure et la vie d'aventure que moi j'avais toujours espérée. Et finalement, on vit une vie où tout est en accéléré en fait. Comme on n'a quelque part pas le luxe du temps, on n'a jamais eu le luxe du temps. On est à des âges entre guillemets avancés, tu vois, c'est pas comme si on se rencontrait à 20 ans. Et en plus, on a cette différence d'âge. Donc, clairement, tu vois, si on veut des enfants, ben, faut y aller plutôt rapidement. Parce que lui, il a l'âge qu'il a, tu vois, il veut pas non plus avoir des enfants à 70 ans, quoi. Donc, il faut y aller. Si on veut être expatrié, ben, il faut y aller maintenant aussi. Donc, on décide tout simplement de faire les deux en même temps. On se dit, ben, tu sais quoi? T'as une vasectomie? C'est pas grave. Tu peux faire l'opération inverse. Donc, il fait l'opération inverse. On ne sait pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. On se dit, quoi qu'il arrive, on sera heureux tant qu'on est ensemble. Certes, c'est mieux avec des enfants puisque c'était notre volonté. En tout cas, ma volonté. Et après, pour lui, c'était aussi une évidence. Et du coup, on part là-dessus. On se rend compte que ça fonctionne pas. Donc là, ça va être un petit peu compliqué à expliquer parce qu'il y a les deux choses en parallèle. Donc, au niveau des enfants, on se dit, ben voilà, ok, là, on va devoir faire un gros parcours d'infertilité. Et de l'autre côté, on se dit, on part s'expatrier. Et on part s'expatrier. Donc, lui était au Nigeria avant. Il fait une parenthèse de 6 mois en Sierra Leone. J'étais censée le rejoindre et finalement, une semaine avant de partir en Sierra Leone, on se fait appeler par l'entreprise pour dire non, finalement, vous ne partez pas en Sierra Leone, vous partez au Cameroun. Ce qui peut paraître fou, mais c'est des choses qui arrivent tout le temps, hein. Quand tu travailles comme ça en expatriation, quand t'es un petit pion comme ça qu'on va mettre à droite à gauche. Donc t'imagines le truc, on apprend ça, on était en vacances en famille en Australie, tu vois. Alors, dans une semaine, on part en Sierra Leone, on nous appelle, ah ben en fait non, vous allez partir au Cameroun. Ok, bon ben c'est parti, c'est pas grave, on y va, on voulait de l'aventure, on en a, on est servi. Étant dans la même entreprise, vous avez réussi à faire en sorte qu'on vous mette sur les mêmes missions, en tout cas les mêmes endroits pour s'expatrier ensemble ? Alors en Sierra Leone, c'était le cas, mais là du coup, ce n'est plus le cas au Cameroun, puisqu'il y a une opportunité pour moi, mais pas pour lui. Donc on se dit, tant pis, on y va. On se dit, on part pour quelques années, on fait voilà l'aventure en Afrique de l'Ouest et puis on verra bien ce qui se passe, tu vois. Donc on part et en même temps, juste avant de partir, on sait que au niveau des enfants, ça va être compliqué. Donc en fait, on savait que en gros, c'était une infertilité qui venait plutôt de lui à cause de sa vasectomie. Faire l'opération inverse, oui, en gros, tu réouvres le robinet, mais c'était pas suffisamment bon pour pouvoir avoir des enfants naturellement.
Donc, on se dit, ben, c'est pas grave, tu sais quoi, on va faire un parcours en étant expatrié. Je pense qu'on était très naïfs et qu'on n'avait aucune idée dans quoi on allait se lancer, mais peut-être que c'est pas plus mal, parce que si tu connais en avance, tu vois, tu peux dire, on va peut-être pas le faire. Donc, au niveau professionnel, pour moi, c'est génial. On vit sur plantation, on est hyper reculé au Cameroun, et c'est juste génial, quoi. Tu bosses comme un fou, mais voilà, j'ai fait des choses professionnellement que je ferais jamais de toute ma vie, tu vois. On faisait des études sur le type de forêt, la qualité des zones de conservation qu'on avait sur chaque plantation. Et j'ai vécu des choses incroyables du style, j'étais avec une équipe de scientifiques, on allait visiter une forêt au Cameroun, donc un endroit super reculé qui est difficilement accessible. On commence à marcher dans cette forêt et on tombe sur un campement pygmée, voilà. Donc, on fait cette randonnée, tu vois, dans cette forêt pour observer en gros la faune et la flore qu'il y a dans la forêt et on tombe sur un campement de pygmées. Un truc mais absolument incroyable parce qu'en fait les pygmées, ce qu'ils font c'est qu'ils partent, donc c'est le peuple qui vit dans la forêt et ils construisent leurs huttes et leurs chaises même en tressant la végétation. Donc t'as des espèces de végétation, c'est des grandes herbes et du coup tu vois tu tombes sur un campement comme ça, t'es là mais waouh, tu as l'impression d'être dans un film. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et d'un coup, oh, tu vois ces gens et en plus ils ont des dialectes, enfin c'était compliqué mais on commence à discuter avec eux, on était avec des Camerounais locaux et c'était toujours un peu qui tout double parce que les pygmées au Cameroun, ils sont à la fois protégés puisqu'il y a plein de lois pour dire ben voilà c'est une minorité, il faut les protéger, mais il y a aussi énormément de racisme contre les pygmées parce qu'ils sont considérés comme des sous-hommes de par leur taille puisqu'ils sont beaucoup plus petits que la normale. Et on commence à discuter avec eux et c'est juste, tu sais, mais vraiment t'as l'impression d'être dans, je sais pas moi, Ushuaïa, tu vois, mais juste super sauvage quoi. On commence à discuter, on les interroge sur le type d'animaux qu'il y a. Oh, est-ce qu'il y a des chimpanzés? Oui, il y a des chimpanzés. Et on est là, oh my god, il y a des chimpanzés. Est-ce que vous pouvez nous montrer où est-ce que il y a des chimpanzés? Ok. Et nous voilà partis avec les pygmées pour aller chercher les chimpanzés qu'il y a dans cette forêt. Mais le truc, mais trop improbable, surréaliste. Et là, tu vois, ces petits hommes, ces pygmées, c'est vraiment les hommes de la forêt, quoi. Ils avancent à une vitesse de dingue. Toi, t'es là avec tes super chaussures, machin, qui ont coûté une blinde, tu vois, genre, tout en matos, tu vois, qui est trop bien. Eux, ils sont pieds nus dans la forêt, ils vont genre 15 000 fois plus vite que toi. On était avec un chaman, donc le chaman de ce groupe-là. Et vraiment une personne incroyable, tu sais, super aux aguets. Il voit un truc et hop, il va chercher un petit peu une fleur. Et là, il t'explique cette fleur, c'est pour guérir si jamais t'as mal à la tête. Enfin, hop, il voit un truc, un escargot. Ouh, ça je prends. Il le met dans son petit sac. Tiens, ça va me servir à faire, je sais plus, hein, mais voilà, une concoction pour aider pour le mal de gorge, je dis n'importe quoi. Et nous voilà partis avec ces gens et tu dis mais c'est incroyable quoi. Et on n'a jamais trouvé les chimpanzés mais on a trouvé leur campement parce que en fait c'était en milieu de journée donc on a trouvé les nids. Ce qui était une preuve suffisante pour les scientifiques pour dire ben voilà, là on est dans une forêt qui a une très haute valeur puisqu'il y a des chimpanzés, mais on n'est pas allé plus loin parce que c'était l'heure de la sieste pour les chimpanzés et donc ça c'est les pygmées qui ont reconnu au son que les chimpanzés faisaient et ils ont dit il faut surtout pas les approcher maintenant. Si on les approche, on va les déranger et les chimpanzés sont très agressifs. Hein, donc après ils pourraient nous faire du mal. On n'a aucun moyen de se défendre. Donc bref. Donc on est rentré, mais tu vois, donc professionnellement c'était un truc de ouf quoi. C'était vivre des choses incroyables et en parallèle on était dans ce parcours tout simplement pour traiter l'infertilité. Et alors j'ai encore une anecdote. Au début, on se dit, bah, tu sais quoi, sur conseil de ma gynéco de Belgique, on va commencer par la première étape qui est de faire une insémination. Voilà, on fait une insémination, c'est quelque chose qui est relativement simple. Donc on se dit, on va dans un centre gynécologique. Et là, je me suis confrontée à la différence culturelle énorme parce que aller chez un gynéco en Afrique, c'est pas du tout la même chose qu'aller chez le gynéco en Europe.
Et je me souviendrai toujours. Donc le jour de l'insémination. Donc bon, déjà faut pas être timide, hein, parce que là-bas il y a pas le temps. Et tu sais, nous on est très. C'est quoi le mot quand on est très prude, on montre pas son corps, tu vois, pudique. Voilà, on est hyper pudique, mais là-bas c'est juste tout l'inverse, tu vois. Donc bref, je suis dans la salle d'opération, hop, les jambes en l'air en face de la porte sur cette espèce de petite salle d'opération qui est aussi grande qu'un placard. Tu vois, avec la porte qui s'ouvre, qui se ferme, et t'as là super l'intimité, tu vois. Donc tu dis c'est pas grave. Pense pourquoi tu fais ça, oublie le reste. Tu vois, le reste, c'est de l'anecdote, c'est du bruit. Et là, la gynéco arrive. Évidemment, elle a pas ce qu'il faut. Et bon, elle gueule sur 3-4 personnes. Elle arrive à avoir son ordinateur, ses instruments comme elle veut. Et là, grosse panne de courant, évidemment. Parce que bon, tant qu'à faire. Donc voilà, ce genre de choses, tu dis, mais c'est incroyable. On arrive à faire l'opération qui, au final, ne fonctionnera pas. Mais là, on se dit, bon, on va peut-être pas continuer en Afrique, hein. On va regarder les choses à l'international. Et donc, on commence un parcours qui va durer des années. D'abord en République tchèque, puisque c'était là où il y avait un centre spécialisé pour les expatriés, où tu sais, tu peux aller en avion, t'as pas besoin de rester un mois, parce que c'est des parcours hyper longs, en fait, hein. Tu dois te faire des milliers de piqûres, on doit récupérer tes œufs, c'est hyper douloureux, enfin, c'est vraiment très, très dur pour la femme, hein. Donc, on fait plusieurs cycles en République tchèque, mais tout en habitant en Afrique, ça ne fonctionne pas. Et là, je suis devant un choix professionnel à faire, puisque j'ai une opportunité pour partir en Indonésie. Et donc là, on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? On s'était dit, on fait une expérience expatriée pendant quelques années. Si on a de la chance, on aura un enfant, ça va être génial, tu vois, d'être expatrié, d'avoir un enfant pour les premières années. Bon, le côté enfant, ça fonctionne pas. On se dit, bon, voilà, vu qu'on peut pas compter là-dessus, on dit, c'est pas grave. On prend l'opportunité professionnelle. Et c'est parti, on déménage, on va du Cameroun à l'Indonésie. On fait ça. On part dans l'inconnu absolu, c'est encore une autre culture, encore des choses totalement différentes. Se réintégrer dans un boulot, dans une manière de faire, qui est mais à l'extrême opposé de l'Afrique. L'Afrique, c'est très franc du collier, tu vois. Il faut être très direct et tu vois, vraiment, faut y aller, faut pas avoir peur, quoi. Si t'es timide, c'est pas très très bon. L'Indonésie, c'est juste l'inverse, tu vois. Si tu la rentres dedans, mon Dieu, tu vois. Il faut tout être, tu vas brosser dans le sens du poil, y aller tout doucement, avoir les informations petit à petit. Donc vraiment, l'extrême opposé. Donc au niveau professionnel, je suis de nouveau dans un truc, bon voilà, on redémarre. Et au niveau personnel, sur notre aventure pour vraiment essayer d'avoir des enfants, on se dit, écoute, on fait encore un cycle, mais après on arrête. Moi, j'étais arrivée, tu vois, physiquement, comme je t'ai dit, c'est très très dur. C'est dur pour le corps, quoi. Et je me dis, ok, on fait encore un essai. La Malaisie, il s'avère que la Malaisie, ils ont d'excellents centres pour traiter l'infertilité des couples. Donc, c'est parti. C'est à 1 heure de route de chez nous, d'avion de route. C'est à 1 heure d'avion de chez nous. Donc, c'est parti. On fait encore ce parcours international. On fait un premier cycle. Ensuite, on se dit, on va pas se prendre la tête. Tu sais quoi? Ça marche pas, on verra, on va vivre notre vie. J'avais toujours le rêve de courir un marathon, donc je me dis, ok, tu sais quoi, on va partir en Nouvelle-Zélande, je vais faire mon marathon. Ça, c'était juste pour les vacances, entre, tu vois, 3 missions en Indonésie ou à travers le monde. Je cours mon marathon, on revient, on va en Malaisie, on dit, voilà. Tu sais, à un moment donné, on se dit, il faut arrêter de se mettre la pression, tu vois, ça marche pas. On sera heureux, quoi qu'il arrive. On fait l'opération et donc tu dois attendre 2 semaines. Hein. À chaque fois que tu as une insertion d'embryon, tu dois attendre 2 semaines, ce qui est un truc mais absolument horrible parce que tous les jours tu veux savoir, tous les jours tu dis je ne vais pas faire un test maintenant parce que sinon tu vois, ça peut être négatif, positif, mais ça peut être complètement faux, tu vois. Donc, on attend ces 2 semaines. On n'avait rien dit à personne. Hein. On s'était dit, voilà, ça c'est notre histoire, ça reste du privé. Et puis c'est dur à gérer, tu vois, les émotions des autres quand toi tu es aussi dans un parcours comme ça.
Et donc, on va faire la prise de sang, parce que le mieux, c'est de faire une prise de sang, hein, c'est pas les petites bandelettes que tu fais à la maison. On fait la prise de sang, on est dans la clinique, on vient chercher cette lettre, on est ensemble et on se dit, bon, voilà. Là, c'est le moment fatidique de savoir si enfin on peut créer cette famille qui était vraiment notre rêve enfin voilà, après avoir trouvé la personne de mes rêves, l'objectif c'était avoir la famille de nos rêves. On ouvre l'enveloppe, on regarde et puis alors tu vois, c'est pas oui non hein, tu vois, t'as ton petit test, OK, t'as une concentration dans ton sang qui est de temps et tu dois regarder si c'est supérieur à ça, ça veut dire que oui, si c'est inférieur, ça veut dire que non. Et là on se dit oh, c'est oui. Donc là, tu vois, on a eu nos 5 minutes où on était juste, mais oh mon Dieu, juste le parcours, quoi. Le parcours, c'était des années. Émotionnellement, c'était vraiment en haut, en bas. Enfin, c'est des pics émotionnels de fou. Mais on avait cette force absolue de se dire, quoi qu'il arrive, on est ensemble. Et tu vois, même si le résultat, il est positif ou il est négatif, on sera heureux parce qu'on est ensemble. Et là, on a enfin la réponse, ça y est, c'est bon, quoi. Et en fait, donc ça, pour tous ceux qui sont, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont dans ces parcours-là, faut avoir le cœur accroché. On va voir le gynécologue qui ouvre la lettre, qui regarde et qui très stoïquement te dit, vous êtes chimiquement enceinte. Et là, t'es là, what? Ça veut dire quoi, chimiquement? En fait, c'est juste que tes taux hormonaux indiquent que tu es enceinte, mais tu n'auras la confirmation que le jour où on peut enregistrer le battement de cœur de ton enfant. Mais ça prend encore des semaines, tu vois. Et donc là, tu vois, du coup, ça redescend, t'es là, mais enfin, tu vois, du coup, t'es plein de doutes, tu vois, parce que tu dis, c'est oui, tu vois, c'est pas oui ou non, c'est oui, mais. T'es là, c'est possible, hein, oui, mais, tu vois. Donc, voilà, quelques semaines plus tard, c'est quand même un gros oui. Et là, tu vois, quand t'entends les battements de cœur, mais là, c'est juste, Kevin se met à pleurer, moi, je me mets à pleurer, c'est la consécration de, voilà, cette rencontre qui a été la plus belle rencontre de ma vie au Nigeria, de ce Néo-Zélandais, où on s'est dit, malgré tous les obstacles et le fait que notre histoire allait être méga improbable, tu sais quoi, on prend le risque, on y va, quoi. On sait pas si ça va marcher, mais on y va, on le fait. Et tous les obstacles, on les a passés, quoi. Jusqu'à ce moment où on se dit, ça y est, on va avoir notre fille, quoi. Et du coup, notre fille, bon, ça, on le savait pas à ce moment-là. Mais ça, c'était début du Covid. Parce qu'il y a, dans toute cette histoire-là, il y a le Covid qui démarre. En fait, quand on était allé faire l'insertion de l'embryon en Malaisie, c'était le début du Covid. C'était février 2020. Et du coup, on est rapatrié en France. Je passerai ma grossesse en France. C'était une grossesse compliquée pour d'autres raisons de santé, mais qui au final s'est bien passé. Je donne naissance en France. C'était encore une fois un bordel pas possible, puisque Kevin étant néo-zélandais, il ne peut pas rester plus que 90 jours sur le sol français. Même étant donné que vous avez un enfant ensemble. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Il faut, heureusement, on était mariés. Donc ça, c'était aussi un truc, heureusement qu'on a fait ça. Mais malgré ça, oui, il n'y a pas de visa qui corresponde à ce genre de situation. Donc c'est pas grave. Bref, on a passé, tu vois, chaque épreuve en se disant, bon, c'est pas grave, on trouve des moyens de visa temporaire et compagnie qui n'existent pas. Puisque, voilà, le Covid n'existait pas avant. Donc, il peut être là lors de la naissance. C'était aussi, les bébés Covid, c'est des naissances qui se sont passées où il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les papas n'ont pas pu être là pour la naissance parce que c'était un petit comité, quoi. Donc, on a eu une chance de nouveau énorme. Il a pu être présent et c'était finalement encore une histoire vraiment rocambolesque. Donc, toute cette grossesse-là, il y avait un grand risque, j'avais un gros risque quand en fait mon col de l'utérus s'ouvre en fait plus tôt que prévu. Donc, j'ai été monitorée, machin, on fait super attention, je vais pas courir, je fais vraiment super attention. Je me dis, voilà, tout ce que je peux contrôler pour faire attention, je le fais à 100%. Tu as vu le parcours pour avoir cet enfant, on va pas tout rater maintenant.
Donc, on fait ce qu'il faut. Et puis, arrive le jour J où, bon, voilà, tu dis, bon, c'est aujourd'hui où normalement tu devrais donner naissance. Rien ne se passe. Ok, ce sera peut-être demain. Ok, demain. Ah, toujours rien, pas de contraction, rien. Ok. Et comme ça, on a attendu une semaine. Et puis, à un moment donné, on a dit, bon, la Miss, elle veut pas sortir. Elle est très bien au chaud. Donc, on va déclencher l'accouchement. Donc, ok, très bien, on déclenche l'accouchement. Et donc là, en gros, tu prends des produits chimiques pour déclencher les contractions. Et c'est parti, on y va. Les contractions se passent. Tu vois, j'arrive à maîtriser avec tout ce qu'on t'apprend. Ok, rien à faire. Mon col ne s'ouvre pas. Ce qui est le comble absolu, puisque j'ai passé une grossesse où on me disait « Attention, ça peut s'ouvrir à n'importe quel moment ». Le truc ne veut pas s'ouvrir. Au final, après 12 heures de contraction, je dis « Bon, vous savez quoi les gars, j'ai vraiment été courageuse pendant 12 heures. S'il vous plaît, vous me mettez la péridurale maintenant. J'en ai marre. » Donc, 12 heures sans péridurale, 12 heures avec péridurale. Là, ils disent à un moment donné, bon, là, tout le monde commence à se fatiguer, mon corps commence à fatiguer. Faut se dire que le bébé aussi, hein, c'est très difficile pour le bébé qui est dans un environnement où il sent les contractions de la même manière. Et donc, ils disent, bon, ben, on va faire une césarienne. Et donc, c'est parti pour la césarienne. Et ça, c'est vraiment un truc qui est une expérience assez bizarre, puisque, en gros, tu donnes naissance, mais de un, tu ne sens rien. Et en plus, on ne te donne pas le bébé, en fait. En tout cas, pas dans cette clinique. Tu sais, ça dépend des cliniques, hein, ça dépend des docteurs sur qui tu vas tomber. Heureusement, on me l'a présenté, tu vois, mais ce moment, mais de magie, tu sais, c'est le moment où tu dis, tout ce combat avait tout son sens. Parce que quand tu rencontres ton enfant pour la première fois, t'as une vague d'amour, mais absolue, où tu sais pas où il était avant cet amour. C'est juste quelque chose qui est créé au moment, enfin, c'est même avant, parce que tu as quand même, tu sens ton enfant dans ton ventre, mais quand tu le rencontres, tu vois, il est là vraiment, c'est ce petit être humain que ça y est, tu vois, notre histoire a fait qu'on a pu créer cet humain, quoi, qui est un petit bout de nous deux, de notre histoire, de tous nos obstacles qu'on a dû faire. Et là, c'était juste, waouh, magique. Mais en fait, ton enfant, ils me l'ont montré. Et puis après, c'est Kevin qui est allé directement, donc il a pu faire le pot à pot et s'occuper d'elle directement, pendant que toi, en fait, tu te fais recoudre. Voilà, parce que t'es quand même sur une table d'opération où t'as subi une intervention chirurgicale. Donc voilà, et là, on s'est... ça, c'était l'instant le plus beau de ma vie, c'est quand j'étais sur mon lit, hop, on m'amène dans la salle où il y avait Kevin et notre petite Julia, où on met... Kevin me dit, tiens, regarde, c'est notre fille. Et il me met notre fille je l'ai prise comme ça. Oh mon Dieu, mais ça, c'est le plus beau moment. C'est indescriptible, toute cette vague d'amour que tu peux avoir. Et c'était une vague d'amour, tu vois, partagée par 3 personnes, tu vois. C'était vraiment Kevin, moi et Julia. C'était, ça y est, on l'a fait, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est notre histoire. Alors, on était toujours bloqués en France, hein, puisqu'il y avait évidemment énormément de problèmes de visa. Je te passe les détails. En gros, pour rentrer en Indonésie, ça a été encore une aventure de fou, puisque on voulait vraiment rentrer, tu vois. C'est très chouette d'être en France, mais à un moment donné, tu vois, toute notre vie était en Indonésie, notre chienne était restée en Indonésie, donc on dit, allez, on rentre dès qu'on peut. Pour rentrer, il n'y avait pas beaucoup d'avions, c'était compliqué, donc on part 12 heures de trajet pour aller de là où on était, sud de la France, jusqu'à Paris. À Paris, on prend l'avion, mais ce trajet de 12 heures, je crois qu'on a tout eu, c'est à l'image de notre vie, tous les obstacles. On s'est retrouvés coincés dans un blizzard. C'était le truc de fou. D'un coup, il y a eu une tempête de neige, cette nuit-là, qui était pas du tout prévue. On se retrouve bloqué avec notre voiture, on part à l'extérieur, on se perd dans la campagne française. Et puis on dit, c'est pas grave, on va y arriver. On était en train de voyager avec notre nouveau-né, c'est vachement stressant, tu vois, quand même, tu découvres la vie de jeunes parents, de comment gérer un enfant. Tu dis, oh, qu'est-ce qui va se passer si on est en panne dans ce blizzard où il fait froid avec notre fille de 2 mois. Bref, on continue, on y va, on arrive à attraper l'avion. Donc Kevin a conduit pendant 12 heures, il a bu plein de Red Bull pour essayer de rester éveillé. On prend l'avion décolle
On a notre fille qui dort sur le bassinet devant, on se dit, fou, un moment pour souffler. Et là, Kevin se tourne vers moi et me dit, Fanny, j'ai un problème, ça va pas. J'ai hyper mal, je crois que je suis en train d'avoir un calcul rénal. Il en avait déjà eu, donc il connaissait, tu vois, ce type de douleur. Je dis, oh, c'est pas vrai. Et là, il tombe dans les pommes. Et là, pendant une fraction de seconde, je me dis, ça y est, j'ai l'homme de ma vie qui va mourir devant sa fille. Il est en train de faire une attaque cardiaque. Enfin, tu sais, la peur, quoi. J'appelle les hôtesses, machin. Enfin bref, on le réveille. Donc on appelle le médecin, c'est un calcul rénal. Donc on doit s'arrêter à notre prochaine destination qui est Doha. On s'arrête, il va à l'hôpital, la crise est passée. En gros, ils lui disent, on attend des heures, mais ils lui disent, ok, c'est bon, continuez votre trajet, ça va aller. On continue le trajet, enfin, on veut continuer le trajet. Et là, à l'aéroport, ils me disent, mais attendez, les règles pour entrer en Indonésie ont changé dans la nuit où vous êtes venus, où vous avez fait le trajet en avion. Kevin et Fanny, vous deux là, vous pouvez y aller, mais votre fille peut pas y aller. Parce que elle n'a pas le visa de résident indonésienne. Et pour avoir ce visa-là, il faut être en Indonésie. Tu sais, le serpent qui se mord la queue, quoi, le truc impossible. Donc, histoire longue racontée en résumé, on retourne en France, on est renvoyé chez nous, tu vois. Donc, on retourne en France, on dit, c'est pas grave, on va s'arranger, on va trouver une solution. Donc, on se retrouvera finalement coincé beaucoup plus longtemps en France que prévu et on arrivera enfin à en revenir en Indonésie quand notre fille a 7 mois. Et au final, c'était, tu sais, en anglais, a blessing in disguise. C'était vraiment une bénédiction déguisée. Pourquoi? Parce que, du coup, j'ai pu bosser de chez moi tout en étant avec ma fille. Et ça a été vraiment, vraiment génial parce que, tu sais, en France ou quoi, tu dois retourner travailler très très vite en fait. Et moi, dans mon cas, j'aurais dû retourner au bureau dès qu'elle avait 3 mois. Et honnêtement, ça aurait été un déchirement. Donc, on retourne en Indonésie, on est enfin chez nous. On est de retour en Indonésie, la famille est là, tout est bien, tu dis ça y est, enfin on va pouvoir vivre, tu vois, tranquillement et se reposer pendant quelques années. Et là, je reprends le boulot. Et là, il se passe un truc que j'avais pas du tout prévu. C'est que moi qui pensais être cette superwoman qui va faire ma carrière dans le monde corporate, parce que j'étais un petit corporate bunny, hein. Moi, j'ai vraiment bossé à fond, tu vois, j'adore l'entreprise, j'ai fait un master en correspondance, enfin, tu vois, là, vraiment, je suis au taquet, tu vois, pour devenir directeur, en fait, tu sais, pour me dire, wouh, je vais faire tout ça, ça va être génial. Et puis là, je reviens à mon job et c'est l'horreur. Mais c'est littéralement l'horreur. Pendant 3 mois, je rentre chez moi tous les soirs, je pleure. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous d'aller passer 8 heures par jour dans un bureau alors que la seule chose que je veux, c'est passer du temps avec ma fille et avec ma famille. Mais vraiment, ça a été... Et là, ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu venir, tu vois. Mais du coup, la naissance de Julia m'a fait mettre, tu vois, en face de moi, mais elles sont où tes priorités, en fait? C'est quoi ce que tu veux dans ta vie? Et finalement, la construction, qui était une construction sociale, et je me mentais un peu à moi-même aussi, j'avais un intérêt, tu vois, je trouvais ça super intéressant. J'adore, tu vois, le teamwork, j'adore être un manager, j'adore la team, tu vois, le côté travailler avec des gens et être dans le relationnel, c'est un truc que j'adore, mais ça avait plus du tout beaucoup de sens par rapport à être en fait une femme au foyer. Genre, d'un coup, je devenais, mais tu sais quoi, ma meilleure vie, c'est être femme au foyer. Donc ces 3 mois-là où ça a vraiment été difficile, en fait, avec Kevin, on a remis tout à plat, de se dire, tu vois, Kevin avait quand même lâché sa carrière et pour être, tout simplement pour suivre la mienne. Et du coup, ça remettait quand même ça en question. Et c'est là où tu dis, on est une équipe qui pourra surmonter tout, parce que c'est quelqu'un, si je lui dis demain je veux qu'on parte, enfin, ou pour moi ça a hyper de sens d'aller partir en Amérique latine, sauver je sais pas moi des tigres ou n'importe quoi, il est ok, tu vois. Et il m'a dit, Fanny, surtout ne t'inquiète pas, quelle que soit ta décision, mais
c'est oui, tu vois. De toute façon, de base, c'est oui. Il faut qu'on soit tous heureux. Donc, si tu sens que là, c'est tout simplement plus pour toi, on y va, quoi. C'est OK. Et donc, on a passé 1 an, ça fait 1 an qu'on est en construction pour notre transition, qui est notre meilleure vie, la meilleure vie qu'on veut aujourd'hui, qui est de travailler tous les deux de la maison sur des choses qui ont du sens. Et pour moi, c'est vraiment tout ce qui est relationnel, mais surtout d'avoir la flexibilité de temps, de dire si aujourd'hui ma fille a besoin de moi, si elle est malade et que je dois aller la chercher de l'école et on va passer la journée devant des dessins animés à manger de la glace, on peut le faire, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est en gros cet instant T qui a tout changé et qui nous a amené en quelques années à vivre des aventures de ouf à travers le monde, et que ce soit professionnel ou personnel. Mais surtout, je souhaite à tout le monde de rencontrer une personne ou quelqu'un qui est tellement à l'écoute qu'il connaît même pas la question et tu sais que la réponse est oui. Pour moi, c'est vraiment ça, la définition de l'amour inconditionnel. Je sais que si demain je dis, tu sais quoi, en fait, je me rends compte que ce qui est hyper important pour moi, c'est ça, t'as la personne en face qui te dit, let's go. Waouh, mais quelle histoire, franchement. C'est notre histoire. Je trouve ça fou à quel point ça a été une évidence entre vous et voilà, en fait, vous avez jamais remis les choses en question au point que malgré ces seules 2 semaines en fait qui ont suivi votre rencontre, vous êtes rentrés chez vous, vous avez tout plaqué, vous avez affronté vos familles, le regard de la société pour ces 18 ans d'écart. Vous n'êtes pas non plus stoppés ni l'un ni l'autre pour les vies différentes que vous étiez construites et dans des pays différents également. Et finalement, pour une histoire qui paraît un petit peu impossible, il y a eu 0 frein, quoi. C'était une évidence. C'est un chamboulement de fou, quoi. Ouais. Donc, je souhaite vraiment, en fait, il faut, tu vois, il faut chercher ça parce que c'est incroyable. C'est arrivé au détour d'une aventure. C'était pas prévu. Waouh. Mais surtout, et je pense que dans tous les aspects, que ce soit trouver l'amour de sa vie, mais tous les aspects de sa vie, c'est quand tu sens que tu as une envie, il faut y aller. Il faut suivre cette envie-là. Et c'est marrant parce que dans ton podcast avec Isabelle, justement, c'est un truc qui m'a parlé de fou. C'était ce truc de se dire, mais si tu as une envie, si tu sens qu'il y a un truc qui vibre avec toi, tu sais que c'est là qu'il faut aller. Et en fait, il faut pas se poser la question, mais comment je vais faire? Mais est-ce que je vais m'en sortir avec l'argent? Est-ce que, tu sais, moi, j'ai énormément de peur. Peut-être que mon histoire le reflète pas, mais j'ai énormément de peur. Moi, j'ai le peur du manque d'argent qui est très ancré par rapport à d'où je viens. Mais en fait, tout ça devient anecdotique et ça passe en arrière-plan parce que tu dois aller vers ce qui est juste et le reste suit. Et il faut avoir cette confiance dans la vie que le reste suit. Tu vas jamais ne pas arriver à mettre à manger sur la table. Et ça va suivre, c'est sûr. Donc, il faut suivre ses envies, suivre les choses qui nous font vibrer, quoi. Tout à fait, tu mentionnes Isabelle Layer qui est journaliste, conférencière, auteure, créatrice de son podcast, créatrice de sa propre comédie musicale et encore beaucoup d'autres choses. Et en effet, son message, c'est vraiment si vous avez une peur, déjà foncez. Et s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, il n'y a pas de doute, en fait, il faut y aller. Et ça représente très bien ton histoire, comme je le disais. C'était une évidence, vous deux, et vous avez tout fait pour que ça marche et ça a pu se concrétiser. Ouais. Et il faut y aller, et même si ça fait peur. Et si ça fait peur, c'est très bien, ça veut dire qu'on va sortir de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il faut y aller. Écoute, est-ce que tu souhaites partager autre chose ou est-ce que c'est le mot de la fin de ce podcast? Non, je pense que, écoute, c'est pas mal. En tout cas, moi, je veux te remercier. Je veux remercier le podcast que tu fais. Je sais très bien tout le travail que ça représente, puisque j'ai aussi mon podcast. Donc, je sais tout ça et honnêtement, j'encourage tout le monde à aller écouter ce type de podcast, l'instant T, parce que c'est des histoires de vie auxquelles on peut s'identifier et ça permet pour toutes les personnes qui ont peur, qui ont des doutes, de comprendre que c'est possible,
que les belles histoires, c'est possible. Tu sais, on est abreuvé dans notre vie de tous les jours de choses négatives pour nous faire peur. Et si on n'écoute que ça, mais on est bloqué, on fait pas les choses. Moi, si j'avais écouté la société, ma famille, j'aurais jamais été avec quelqu'un comme Kevin. J'aurais jamais été expatriée. J'aurais jamais vécu toutes ces aventures et j'aurais jamais eu ma fille, tout simplement. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Si ça fait peur, c'est bien. Donc, y aller petit à petit. On va pas faire le saut de l'ange. Moi, je suis pas adepte du saut de l'ange. Si c'est pas pour vous, il y a des gens, ça leur va très bien. Mais il faut faire un premier pas vers sa meilleure vie. Et ça, c'est aller vers quelque chose qui fait peur. Quelque chose qui nous fait vibrer. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour les retours que tu fais sur le podcast. Et en effet, c'est vraiment le message que je souhaite partager par le biais des expériences de chacun des invités. Écoutez vos envies, écoutez ce qui vous fait vibrer et tout se suivra en fait. Et en fait, souvent, par les témoignages des personnes, comme par exemple par ton histoire, il faut passer par un élément déclencheur ou en tout cas par une situation inconfortable pour avoir ce tremplin. Mais c'est pas forcément nécessaire. Et c'est justement, en fait, l'idée, c'est que par les expériences des invités, les auditeurs réalisent et aient ce déclic directement par ce que les autres ont vécu et que vous n'ayez pas, vous qui écoutez, à attendre de vous prendre un mur avant de réaliser que voilà, vous pouvez vivre votre meilleure vie dès maintenant. Absolument. C'est vivre notre meilleure vie, c'est vraiment entre nos mains. La construction de sa meilleure vie, c'est une série de décisions que nous prenons, qui sont dans notre contrôle. Donc, c'est à 100% nous. On n'a pas besoin d'attendre. Évidemment, parfois, ça peut arriver au détour d'un chemin. Et généralement, c'est quand on commence à suivre les choses qui nous font vibrer que les choses magiques se passent. La magie, elle est pas quand tu restes dans tes peurs. La magie, elle arrive quand tu sors de ça. Quand tu dis, ouh, je sais pas, j'ai pas besoin de comprendre ce truc-là, ça me parle, j'ai envie d'aller vers ça, j'y vais. Tu verras bien ce qui se passe. Donc, voilà, allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est ça le message principal de notre histoire. Est-ce que tu veux dire un mot sur ton podcast ? Si les auditeurs s'ennuient de l'instant T, qu'est-ce qu'ils peuvent écouter pour aller plus loin ? Alors, écoute, merci de proposer de citer le podcast. Donc, le podcast, c'est « Vis ta meilleure vie ». Donc cette injonction, c'est qu'il y a une urgence de vivre sa meilleure vie. Donc j'interviewe également des gens qui ont construit leur meilleure vie pour expliquer qu'est-ce que c'est leur meilleure vie, parce que ça c'est une définition qui est propre à chacun, et expliquer comment ils ont fait pour créer cette meilleure vie-là. Donc c'est un petit peu dans la même veine que l'instant T, c'est comprendre, se dire voilà, en fait, comment on fait pour vivre sa meilleure vie? Et donc ils nous expliquent par leur parcours comment ils ont créé leur meilleure vie. Donc il y a une partie qui est ça et une partie qui est en pur développement personnel où moi j'explique des choses. Donc c'est un petit monologue où je donne des clés et des outils justement qui peuvent aider, qui sont faciles à mettre en place dans la vie de tous les jours pour se créer sa meilleure vie. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir un autre podcast, déjà allez écouter tous les instants T et puis allez après écouter Vis ta meilleure vie si vous êtes dans cette recherche-là. C'est pour aller plus loin, avoir des conseils concrets. C'est un peu la suite du podcast. Je te remercie Fanny d'avoir participé au podcast, de m'avoir confié ton témoignage avec tant d'intensité, de sincérité et je t'ai vu revivre chaque moment de ton parcours avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion. Donc je te remercie de me l'avoir confié et je te dis à très bientôt. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de faire ce podcast. Merci de passer autant de temps. C'est énormément d'heures, c'est énormément d'investissement. Purement gratuit, juste dans le but de partager, apporter de la valeur et de la positivité dans ce monde qui en a bien besoin. Donc voilà, merci à toi. Merci Lucie. C'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. Les auditeurs vont penser que je t'ai forcé à dire ça. Merci beaucoup pour tes retours, pour tout ce que tu dis de belles choses sur le podcast. Et je te le dis avec toute ma sincérité. Je sais ce que ça représente et c'est énorme, quoi. Écoute, je suis super touchée. Merci beaucoup pour tout ce que tu dis et je te dis du coup à très vite. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T et merci à Fanny pour le partage de son histoire.
Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous avez une histoire surprenante ou si vous avez un ami qui a un cousin dont la sœur a une histoire incroyable, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast et à mardi pour le prochain épisode.